Bonjour. La ventilation est une fonction essentielle de l'organisme. Elle permet la réalisation des échanges gazeux, l'oxygénation du sang et la décarboxylation au niveau des alvéoles. La ventilation, c'est simplement faire circuler de l'air dans un espace. Appliquée à la physiologie humaine, la ventilation, c'est faire entrer et sortir, au cours des cycles respiratoires, un volume courant dans la cage thoracique. De ce point de vue, on peut à juste titre assimiler le fonctionnement du système respiratoire à celui d'une pompe. Les muscles respiratoires inspiratoires, en particulier le diaphragme, le principal d'entre eux, reçoivent les signaux nerveux en provenance du système nerveux central, du cortex et du tronc cérébral. Ces signaux induisent la contraction des muscles respiratoires, ce qui a pour conséquence de diminuer la pression intrathoracique et de permettre la production du volume courant inspiratoire. Lorsqu'ils se relâchent, les muscles respiratoires entraînent une vidange de la cage thoracique, ce qui permet l'expiration. Au cours de cette vidéo, nous allons décrire l'anatomie, la physiologie et les méthodes disponibles pour évaluer la fonction des muscles respiratoires. Schématiquement, on peut distinguer les muscles respiratoires actifs lors de l'inspiration et les muscles actifs lors de l'expiration. Le diaphragme, bien que jouant un rôle majeur, n'est pas le seul muscle inspiratoire. Il faut également citer le sternocleidomastoïdien, les muscles scalènes, les intercostaux externes et les parasternaux. Ces muscles participent à la stabilisation de la cage thoracique lors de la contraction du diaphragme. Ce ne sont donc pas des muscles accessoires car ils participent, même au repos, à la genèse du volume courant. Il s'agit de muscles inspiratoires extradiaphragmatiques. L'expiration est passive. Elle est permise par le relâchement de la contraction des muscles inspiratoires. Cependant, en cas d'effort ou de forme sévère d'insuffisance respiratoire aiguë, l'expiration est active. Les muscles qui participent à l'expiration sont les muscles intercostaux internes et les abdominaux. L'action des muscles respiratoires est coordonnée pour permettre un recrutement optimal de chacun des groupes musculaires, avec l'objectif de faciliter la production du volume courant. De ce point de vue, il faut souligner l'importance de muscles qui ne sont pas considérés stricto sensu respiratoires. En particulier, les muscles du cou, dilatateurs des voies aériennes supérieures, ces muscles permettent que le larynx reste ouvert pendant l'inspiration. Alors, avant d'aller plus loin, rappelons que l'action des muscles respiratoires est sous la dépendance d'une commande double, automatique au niveau du tronc cérébral, ce qui explique la pérennisation de la ventilation pendant le sommeil, et volontaire au niveau du cortex. Voyons en premier les muscles intercostaux externes. Ces muscles s'insèrent entre les côtes et ont pour action essentielle de stabiliser la cage thoracique au cours de l'inspiration. En effet, puisque la contraction du diaphragme diminue la pression dans le thorax, sans l'action stabilisatrice des muscles intercostaux, le grille thoracique s'effondrerait lors de l'inspiration. Ce sont clairement des muscles inspiratoires, puisque leur contraction isolée peut générer une dépression intrathoracique jusqu'à moins 15 cm d'eau. Les scalènes sont constitués de 3 faisceaux qui relient les apophyses transverses des 5 premières vertèbres cervicales aux faces supérieures des 2 premières côtes. Attention, ils sont souvent considérés à tort comme des muscles respiratoires accessoires. Or, ils sont actifs pendant la phase respiratoire, y compris pendant la respiration qui est calme, ce qui signifie qu'il s'agit de muscles respiratoires extradiaphragmatiques. Les muscles sternocleidomastoïdiens sont étendus du sternum et des clavicules au processus mastoïde de l'os temporal et à l'os occipital. Ces muscles ne se contractent pas au cours de la ventilation calme, sauf en cas d'effort respiratoire important. Il s'agit dès lors réellement de muscles respiratoires accessoires chez le sujet sain. Passons maintenant au diaphragme, présenté souvent comme le principal muscle de la respiration. Anatomiquement, le diaphragme sépare la cage thoracique de la cavité abdominale. Le diaphragme
est un muscle plat, rayonné, qui a la particularité similaire au myocarde de se contracter toute la vie durant, 24 heures sur 24. Ses fonctions, outre de participer à la ventilation, sont multiples. Il participe à la posture, à la défécation, au vomissement, à la parturition et au rire. Le diaphragme a une innervation réalisée par les nerfs phréniques gauche et droit, issus du plexus cervical, ayant pour origine la racine C4. À l'état normal, le diaphragme descend sur l'abdomen, élève la pression intra-abdominale, ce qui provoque une expansion pariétale. En cas de dysfonction diaphragmatique sévère, l'inspiration est assurée par la contraction des muscles inspiratoires extradiaphragmatiques. Ceci a pour conséquence une attraction du diaphragme, de telle sorte que la paroi abdominale recule également, ce qui définit la respiration paradoxale. Évaluer la fonction des muscles respiratoires est crucial dans la prise en charge de nombreuses maladies. Cette évaluation peut être réalisée par différentes approches qui sont complémentaires. Ces approches peuvent être réalisées en quantifiant la production de pression ou de volume générée par la contraction des muscles. Il est également possible de recueillir l'activité électrique sous la forme d'un électromyogramme. Selon les muscles étudiés, mais aussi selon les techniques utilisées, plusieurs sites de recueil sont envisageables. Si l'on prend l'exemple du diaphragme, nous l'avons vu, sa fonction est de générer la pression transdiaphragmatique. Pour la mesurer, il est nécessaire de mesurer de façon synchrone la pression œsophagienne et la pression gastrique à l'aide de ballonnets montés sur un cathéter. Chez un sujet normal, la pression gastrique est positive, car le diaphragme augmente la pression abdominale en descendant sur l'abdomen, et la pression œsophagienne est négative. La résultante des deux, la pression transdiaphragmatique, est positive. En cas de dysfonction diaphragmatique, la pression gastrique est négative, car le diaphragme, étant passif, il est attiré par la pression négative intrathoracique. La résultante est une pression transdiaphragmatique plus faible. Une autre façon de mesurer la fonction des muscles respiratoires de façon globale et non spécifiquement du diaphragme est de mesurer la pression inspiratoire maximale générée au niveau de la bouche par un effort maximal produit par le patient. Il existe une autre méthode qui permet une approche simple de la fonction diaphragmatique, c'est l'échographie. En effet, lorsqu'il se contracte, le diaphragme s'épaissit et l'échographie permet justement une quantification directe de l'épaississement diaphragmatique. Si l'on pose une sonde d'échographie sur la zone d'apposition du diaphragme au niveau du grille costal, on observe alors une structure typique en deux feuillets au niveau du foie qui correspond au feuillet pleural et au feuillet péritonéal du diaphragme. La distance entre les deux feuillets permet de mesurer l'épaisseur diaphragmatique. On le voit, la ventilation courante est caractérisée par un faible épaississement du diaphragme. Des efforts plus importants sont associés à un épaississement plus marqué. Voilà, c'est terminé. Je vous laisse avec quelques messages simples en espérant que vous avez apprécié cette vidéo.